Bonjour à tous, Caroline Juillet, Myriam Kitar et moi-même, Clara Alcolia, allons vous présenter le thème du droit des réseaux appliqué aux objets connectés. En quoi consiste alors le droit des réseaux dans l'Internet des objets ? Le droit des réseaux encadre les communications électroniques. Ces communications comprennent toutes les correspondances privées et toutes les communications au public par voie électronique selon le code des postes et des communications électroniques. Cependant, l'Internet des objets crée en quelque sorte une troisième réalité, c'est-à-dire la communication entre machines, autrement appelée la communication machine-to-machine, qui peut correspondre aussi bien à la catégorie de la communication privée comme de la catégorie de la communication au public. Ça soulève donc une nouvelle problématique. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le rôle des réseaux dans l'Internet des objets est de connecter des objets du quotidien à Internet afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Comme lors de l'apparition d'Internet, le développement de l'Internet des objets et les notions qui lui sont liées se heurtent à de nombreux défis. Nous verrons que le droit des réseaux doit ainsi répondre à des besoins techniques et à des besoins de garantie qui sont nécessaires au bon fonctionnement des réseaux dans l'Internet des objets. Je passe maintenant la parole à Myriam. Merci. Alors, concernant les problèmes techniques, on abordera d'abord la question des fréquences, des adresses IP et de l'interopérabilité des systèmes. Donc, commençons tout d'abord avec les fréquences. Donc, les fréquences sont essentielles dans le fonctionnement technique de l'Internet des objets. Or, il s'agit de ressources naturelles limitées. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on fait face à une explosion du trafic des données et on va donc avoir de plus en plus besoin de ces fréquences. La première solution qui est discutée et qui est mise en avant par les pouvoirs publics repose sur ce qu'on appelle le partage du spectre des fréquences. L'idée, c'est le partage optimal des fréquences entre les utilisateurs et plusieurs initiatives ont été prises en ce sens. D'abord, au niveau européen, il a été mis en place un programme pluriannuel de politique du spectre et ça a notamment conduit à une décision du 14 mars 2012 qui impose aux États membres de faire un inventaire des bandes de fréquences qui pourraient se prêter au partage du spectre. Ensuite, au niveau national, il faut savoir que l'utilisation des fréquences suppose une autorisation car les fréquences appartiennent au domaine public hertzien. Et en matière d'objets connectés, c'est l'ARCEP qui est compétente pour conférer le droit d'utilisation des fréquences sous forme d'autorisation pour en tout cas les réseaux ouverts au public. Donc il existe deux types d'autorisation qui varient selon le type de fréquence utilisée. Donc soit une autorisation individuelle avec plusieurs cotitulaires et l'obligation de verser une redevance et de respecter les conditions fixées par l'ARCEP, soit une autorisation générale qui, elle, serait fondée a priori sur l'article L33-3 du CPCE, c'est-à-dire une utilisation libre des fréquences sur simple déclaration, sans redevance et toujours sous les conditions fixées par l'ARCEP, notamment en termes de brouillage. Comme vous pouvez le constater, les deux régimes n'empêchent pas aujourd'hui l'idée du partage optimisé des fréquences que l'Europe aujourd'hui a envie de nous imposer. Et c'est en tout cas ce qui a été rapporté au gouvernement par Joël Toledano, qui est membre du conseil administratif de la NFR et professeur en université, en économie. Et qui prône un partage dynamique du spectre et une utilisation des espaces blancs, notamment pour prévoir cette arrivée de l'Internet des objets. Enfin, autre solution qui peut être envisagée concernant les fréquences, c'est tout simplement des solutions de la part d'acteurs privés. Et c'est le cas de la très prometteuse Sigfox, dont on a parlé tout à l'heure, et qui en passe de devenir l'entreprise phare en matière d'objets connectés. Donc très récemment, à titre d'exemple, Al Novergeon a quitté son poste de PDG chez Areva pour diriger Sigfox, qui est une entreprise de 60 personnes à l'heure actuelle. Et pas plus tard que cette semaine, l'entreprise a réalisé une levée de fonds de 100 millions d'euros. Et certains parlent aujourd'hui du Google de l'Internet des objets de demain. Donc Sigfox a été créé en 2009 et a réussi à mettre au point un réseau spécifiquement dédié à l'Internet des objets.
On l'a dit tout à l'heure, le réseau utilise en fait des fréquences hertziennes libres, car très bas débit, mais avec une longue portée. Et l'avantage aussi, c'est que le réseau utilise une technologie peu consommatrice en énergie, ce qui permet aux objets d'avoir plus de 10 ans d'autonomie. Et Sigfox aujourd'hui a réussi à déployer un réseau entier en France, est présent en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou encore en Espagne, et a pour ambition de continuer son avancée en Europe, en Asie ou encore aux États-Unis, et veut devenir littéralement le premier opérateur de réseau pour les objets connectés. On passe à un autre sujet pour les adresses IP. Donc, le deuxième problème technique que l'on va aborder concerne les adresses IP, qui est un numéro d'identification attribué à chaque appareil connecté à un réseau utilisant l'Internet Protocol. Comme on l'a vu avec le groupe technique, l'Internet Protocol utilisé aujourd'hui est l'IPv4, mais il arrive à saturation. Plus d'1,6 milliard d'adresses IPv4 ont été attribuées en 10 ans. La solution aujourd'hui est donc le passage à l'IPv6 qui permet de supporter un nombre presque illimité d'adresses. L'avantage est donc que cela facilite le développement de l'Internet des objets puisque cela résout le problème lié à la carence du nombre d'adresses Internet disponibles. Le deuxième avantage est que cela prend aussi également en compte de nouveaux objets comme les frigos, les montres, les lunettes et donc fait face à la multiplicité des objets connectés. D'autant plus que les autorités publiques encouragent aujourd'hui le passage à l'IPv6. En 2008, la Commission européenne a pris un plan d'action pour le déploiement du protocole IPv6 en Europe. Au niveau international, l'UIT en 2008 a également pris une résolution intitulée « Attribution des adresses IP et encouragement du déploiement de l'IPv6 lors de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ». Cette résolution a été révisée depuis en 2012 pour faciliter la transition et renforcer la mise en œuvre de l'IPv6. Au niveau national, une proposition de loi de la part d'une vingtaine de députés a été faite en juillet 2014 pour tenter d'imposer l'IPv6 à tous les appareils connectés et ce dès le 30 juin 2015. Cette proposition est toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Elle a été cependant transmise à la Commission des affaires économiques mais n'est pas encore à l'ordre du jour. Le problème donc aujourd'hui est que l'IPv4 et l'IPv6 ne sont pas compatibles. Pour contrer cela, en 2008, le Forum mondial des politiques de télécommunications a pris un avis proposant une phase double pile, c'est-à-dire l'utilisation simultanée des deux protocoles pour communiquer à la fois avec des hôtes IPv4 et des hôtes IPv6. Cette solution est cependant provisoire. La deuxième solution est que l'IPv6 doit être adopté par les fournisseurs d'accès à Internet. Mais cependant, l'ARCEP a fait récemment le constat que seuls Free et SFR offrent aujourd'hui une connectivité IPv6 à leurs clients. Toujours dans un souci d'harmonisation, le dernier problème technique abordé concerne l'interopérabilité. En matière d'Internet des objets, chaque industriel, chaque groupe de standardisation apporte sa pierre à l'édifice avec des nouvelles technologies, des objets connectés et des normes différentes. Or, tout ceci doit pouvoir fonctionner en harmonie. L'interopérabilité, c'est la capacité que doit posséder tout système à pouvoir fonctionner avec d'autres systèmes existants ou futurs, et ce, sans qu'il y ait de restrictions d'accès ou de mise en œuvre. L'arrivée de l'Internet des objets a créé des besoins de protocoles de communication clairement définis afin de constituer un langage commun. Il y a également un besoin de standardisation pour que tous les objets répondent aux mêmes normes et puissent communiquer entre eux. La problématique de l'interopérabilité repose sur plusieurs questions. Il y a notamment la question du Wi-Fi et du Bluetooth qui nous ont déjà été posées et exposées par le groupe des aspects techniques. Je vais donc me concentrer sur la nécessité pour chaque objet connecté d'être doté d'une identification électronique unique. Cette identification permettra aux objets de communiquer avec des équipements connectés au réseau. Deux technologies existent déjà et peuvent répondre à cette nécessité d'identifier chaque objet. On va commencer tout d'abord avec la RFID,
qui est un sigle qui désigne en français l'identification de radiofréquences. Il s'agit d'une méthode qui est utilisée pour récupérer et mémoriser des informations, des données à distance, en utilisant des marqueurs qui sont appelés radioétiquettes ou RFID tags en français. Les informations peuvent ainsi être échangées entre des objets connectés à un réseau sur une distance de 10 à 200 mètres. Ces puces sont déjà très utilisées pour les cartes d'accès dans les transports publics, pour la validation des forfaits de ski dans les stations, par exemple. Et à cette technologie s'ajoutent là les puces NFC. Donc en français, ça veut dire communication en champ proche, puisque les informations sont échangées sur une distance très courte de seulement 10 cm, comme cela a déjà été précisé par le groupe technique. Donc cette technologie permet une communication sans fil, à courte portée et haute fréquence, et elle permet des échanges d'informations, notamment pour le paiement sans contact, pour son utilisation la plus large, on va dire. Au-delà de toutes ces technologies, l'effort de standardisation doit continuer puisque rien n'est encore vraiment fait au niveau international. Ainsi, le groupe de standardisation de l'ETSI élabore par exemple une norme pour assurer la communication machine-to-machine sous le nom de TC M2M. Et pour conclure sur les problèmes d'interopérabilité à venir, le directeur général France de GS5, qui est un groupe de standardisation internationale, donc monsieur Pierre Georget, estime qu'il y aura certainement plusieurs réseaux dédiés à des applications spécifiques dans l'Internet des objets, mais que ces réseaux devront cohabiter. Toutefois, l'interopérabilité ne sera pas forcément totale. Donc la question pour l'instant est posée. Il existe des technologies, mais l'interopérabilité n'a pas encore été mise au point. Donc, face à ces incertitudes, des garanties sont nécessaires pour le bon fonctionnement du réseau. Il faut notamment des garanties au niveau des opérateurs, au niveau de la responsabilité et enfin, bien sûr, au niveau de la sécurité. Donc, je vais commencer avec les opérateurs. Donc, les objets connectés vont par définition devoir utiliser un réseau de communication électronique, donc passer par un opérateur qui propose un tel service. Or, pour que l'objet puisse passer par le réseau d'un opérateur, dans bien des cas, il va falloir une carte SIM qui nous rallie à son réseau. Le principal problème qui se pose, c'est que la plupart des objets connectés qui sont fabriqués rendent inaccessibles les cartes SIM qui sont intégrées dans chaque objet. Or, plusieurs garanties sont pourtant nécessaires. D'abord, il faut pouvoir changer d'opérateur facilement, mais sans qu'on ait besoin de changer de carte SIM. Ensuite, il faut pouvoir assurer la fonctionnalité de l'objet, et cela même à l'étranger. Or, tous les opérateurs n'ont pas un réseau très étendu. Enfin, il faut pouvoir assurer la fonctionnalité de l'objet, même en cas de défaillance du réseau de l'opérateur, notamment car les objets, et notamment en matière de santé connectée, vont devoir fonctionner 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, plusieurs solutions sont envisagées sans qu'aucune ne ressorte vraiment. On pourrait imaginer d'abord que les fabricants d'objets aient leur propre carte SIM et comme ça pouvoir changer d'opérateur quand ils le décident. Mais dans ce cas-là, il faudrait une modification de la recommandation de l'UIT qui réserve aujourd'hui l'allocation des cartes SIM aux opérateurs télécoms. On a aussi une solution qui vient de l'initiative privée avec le développement de cartes SIM universelles que proposent par exemple 2 startups françaises que sont Transatel ou Matuma et qui permettent des cartes SIM qui peuvent se connecter à n'importe quel opérateur sans changer de carte SIM et qui choisit toujours le meilleur réseau disponible grâce à la technologie dite de la radio intelligente. Et enfin, la dernière solution vient de la GSMA, donc qui est une association qui regroupe les plus grands opérateurs dans le monde et qui a adopté en octobre dernier une spécification concernant une SIM intégrée modifiable à distance. Les membres ont promis de développer cette solution afin d'accélérer in fine le marché de l'Internet des objets. Donc deuxième garantie, la responsabilité. Donc, comme on l'a vu précédemment, l'Internet des objets fonctionne grâce à un réseau. Mais que se passe-t-il si ce réseau est défaillant et ne permet plus que les objets soient connectés entre eux ? D'ici quelques années, il y aura certainement une nécessité d'adapter la législation, puisque le droit est toujours en retard, mais le droit commun applicable au droit des réseaux aujourd'hui semble pouvoir s'appliquer à l'Internet des objets, comme la loi portant confiance en l'économie numérique. Concernant la défaillance du réseau,
les fournisseurs d'accès Internet ont une obligation de résultat, obligation confirmée par la Cour de cassation. Ils doivent assurer les services promis, sans pouvoir rejeter la responsabilité d'une mauvaise exécution sur un autre intervenant. Ils ne peuvent donc pas s'exonérer de leur responsabilité en cas de défaillance technique, sauf évidemment un cas de force majeure. La seconde obligation est celle de conservation des données de connexion à l'égard des internautes. Elle pourra donc certainement s'appliquer aux objets connectés. La responsabilité des fournisseurs d'accès Internet pourra donc sans aucun doute s'appliquer à l'Internet des objets. Concernant la responsabilité des hébergeurs, ils fournissent un service permettant la mise en ligne et la mise à disposition au public d'un contenu. La LCEN prévoit une responsabilité aménagée qui pourrait s'appliquer si l'hébergeur n'était pas au courant du caractère litigieux au moment de la mise en ligne du contenu. Une fois la notification faite, il devra agir avec promptitude pour retirer le contenu. Concernant la responsabilité des éditeurs, ce sont des créateurs de contenu, exerçant donc un contrôle sur ce contenu. La loi du 29 juillet 1982, modifiée par la loi de 2009, évoque les éditeurs, mais en tant que créateurs de contenu. La LCEN étant restée floue sur leur statut, la réponse pourrait se trouver dans l'article 1384 du Code civil, qui dispose que l'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Enfin, en sens du Code civil, les produits défectueux sont les produits qui n'offrent pas la sécurité à laquelle on doit légitimement s'attendre. Dans la loi du 19 mai 1998, qui est une transposition d'une directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, on trouve qui sont les différents responsables. Ce sont donc les fabricants du produit fini ou d'une partie composante, ainsi que les producteurs de matières premières. Ce statut peut donc s'appliquer à l'Internet des objets. Ces questions concernant la responsabilité amènent nécessairement des besoins de garantie en matière de sécurité. Et c'est ce que Clara va aborder. Donc, l'Internet des objets implique la communication d'objets entre eux à l'aide de réseaux sans fil. Le problème, c'est que ces réseaux sont aujourd'hui encore très vulnérables face à d'éventuelles intrusions malveillantes. Dans une logique de communication machine-to-machine, il est très difficile d'identifier si des éléments qui composent les réseaux sont vulnérables ou non. Par conséquent, l'entreprise américaine Hewlett-Packard a effectué des tests sur 10 objets connectés du quotidien et dans un rapport intitulé Internet of Things Research Study de 2014, sa division Fortify a ainsi pu mettre en évidence sur ces 10 objets testés 250 points faibles dans le fonctionnement même des objets et dans la sécurité des réseaux empruntés. Comme l'a dit précédemment Benjamin pour les aspects économiques, les objets connectés utilisés étaient à 77% sur des réseaux qui n'étaient pas sécurisés. Donc on voit que la sécurité est un très gros problème. Ce manque de sécurité crée des réseaux perméables aux attaques de hackers qui sont toujours plus performants. Lors de la conférence Black Hat de 2014, des chercheurs en sécurité ont réussi à pirater un thermostat connecté de la marque Nest en seulement 15 secondes. On peut voir qu'il est donc indispensable de sécuriser les réseaux utilisés par les objets connectés. Cette nécessité a été envisagée bien avant le lancement de l'Internet des objets, puisque dès 2012, EDF et Télécom Paris-Tech, qui est une école d'ingénieurs, ont créé un laboratoire commun de recherche, le CEIDO, sur l'Internet des objets et la cybersécurité. Toutefois, ce type d'initiative de recherche ne constitue pas une solution efficace ni une solution juridique et immédiate pour créer une sécurité sur les réseaux. Alors, comment arriver à une sécurisation des réseaux ? Il faut tout d'abord l'implication des fabricants qui doivent prendre en compte l'hyperconnexion à venir des objets connectés.
C'est par exemple en proposant des techniques de sécurisation des objets comme le cryptage, l'authentification ou le concept du privacy by design qui sera exposé plus tard. Il faut également l'implication des utilisateurs qui doivent faire un usage avisé des objets connectés, notamment en faisant usage de toutes les fonctions de sécurité qui sont proposées sur les objets, bien que cela ne soit pas forcément suffisant. La question de la sécurité des réseaux utilisés par l'Internet des objets n'est pas résolue. Il est d'ailleurs regrettable que les autorités européennes se soient concentrées en septembre 2014 sur la question de la protection des données personnelles et pas sur la question de la sécurité des réseaux, puisque de la sécurité des réseaux dépendra également la protection des données personnelles. Ce nouveau volet des réseaux correspond à un marché qui laisse place à de nouveaux opérateurs, ce qui aura des conséquences sur la réglementation. À l'heure actuelle, on peut cependant dire que le droit des réseaux existants n'est pas totalement prêt à l'arrivée massive des objets connectés. Comme bien souvent, le droit intervient postérieurement aux avancées technologiques. Merci de votre attention.